C'est la baronne de Méret, née comtesse de Faverolles, et elle a écrit beaucoup de livres. Elle a écrit 110 livres qui sont tous à la Bibliothèque nationale de Paris. Et j'ai retrouvé ses œuvres vraiment par hasard. Quand mon mari était décédé, parce que c'est une ancêtre de mon mari, pas de moi, j'ai retrouvé des lettres écrites entre sa petite fille et elle-même. C'était sa petite fille Caroline, barbier des Aïeux, qui avait épousé un Mackenzie of Scatwell. Et dans une de ces lettres, il y en avait 91, écrites à la main, sur de vieux papiers, avec des trous dedans parce que les cachets de cire avaient disparu, étaient tombés. C'était vraiment un travail des détectives. Je retrouve une mention qu'elle avait écrit un livre sur des fleurs, sur la botanique. Et j'allais à Paris justement, donc j'ai fait des recherches d'abord à la bibliothèque Mazarine. Et là on m'a dit, oh mais oui, la baronne de Méret a écrit avec 5 pseudonymes. Et tous ces livres sont à la Bibliothèque nationale. Donc je pars à la Bibliothèque nationale, je fais des recherches là pour m'apercevoir qu'elle avait écrit des livres très très sérieux, des biographies sur un père jésuite, mais aussi des livres très très lestes. Et elle avait fait ça pour gagner sa vie. Elle était amie de Marie-Antoinette, elle avait écrit quelques contes pour les enfants de Marie-Antoinette, et au moment de la Révolution, elle et son frère et sa fille, Sophie, qui avait 13 ans, se sont retrouvés en prison, à attendre de passer à la guillotine. Ils ont été libérés le jour même où Robespierre est passé lui-même à la guillotine. Ils sont sortis, ils avaient tout perdu. Ils n'avaient que leurs vêtements sur le dos. Donc elle s'est mise à écrire, elle avait pensé qu'elle avait un petit talent, et c'est comme cela qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la recherche d'informations sur l'histoire de personnes qui avaient le sang bleu? Est-ce que vous-même, dans vos ancêtres, vous avez donc du sang bleu? Oui, j'ai du sang bleu et je me suis mariée avec quelqu'un qui a également du sang bleu. Donc c'est un assez grand mélange de différentes nationalités. Et vous savez, chaque livre a une histoire. Et j'étais chez des amis, on fêtait l'anniversaire, le 80e anniversaire d'un de nos amis. Et sa sœur vient me voir et me dit, parce qu'elle avait habité à Trochu, savez-vous que Trochu a été fondé par des aristocrates français? Je l'ignorais totalement. Et une autre amie qui était là m'a dit, bah voilà, c'est ton prochain livre. Donc j'ai commencé des recherches et je me suis aperçue qu'il y avait eu un premier groupe d'aristocrates qui était arrivé en Saskatchewan en 1885 ou 86, la date n'est pas tout à fait exacte, on ne sait pas si c'est une année près, et qui avait fondé la Rollanderie. Et c'était des aristocrates qui quittaient la France pour diverses raisons. D'abord, il y avait un courant anti-catholique à cette époque. Et eux voulaient continuer à pratiquer leur religion et surtout à élever leurs enfants dans la religion catholique. Ce groupe d'aristocrates était composé d'anciens officiers qui avaient donné leur démission, il y avait eu des scandales au sein de l'armée, et on faisait beaucoup de publicité pour les faire venir au Canada à cette époque. On disait aux pionniers, venez, vous allez ouvrir l'Ouest et tout. Donc ils sont venus en Saskatchewan sous la direction d'un homme absolument incroyable qui s'appelait Rudolf Mayer. J'ai découvert qu'il était prussien, mais ça les aristocrates le savaient. Il était protestant, mais surtout il s'était fait flanqué à la porte de l'Allemagne par Bismarck qu'il avait osé critiquer, qu'il avait traîné en justice. Bismarck avait gagné, lui avait donné le choix, 14 mois de prison ou l'exil. Il avait choisi l'exil d'ailleurs. Et finalement, il est devenu ami avec Karl Marx. Et ça, il l'a toujours caché aux aristocrates. Alors, qu'est-ce qui vous passionne dans l'histoire? L'histoire, c'est surtout la façon dont les gens vivent. Et puis, habitant dans l'Ouest, je dis toujours que l'Ouest du Canada est une mine d'or. Parce que les gens qui venaient n'avaient plus rien à perdre. Et on retrouve des caractères absolument incroyables, comme mon dernier livre là, sur Joe Boyles. C'était des gens qui, eh bien, ils étaient des grands aventuriers finalement. Ils tentaient le tout pour le tout, on jetait l'idée, ça marchait très bien, ça ne marchait pas, et on recommençait. Et ça, c'est une biographie, la première femme aveugle du monde qui ait obtenu un doctorat en musique à l'âge de 64 ans. Et à cette époque, elle était la première femme aveugle du monde à avoir réussi ce tour de force. Elle était née à Montréal, je l'ai rencontrée à Calgary, et en 1984, c'était l'année des personnes handicapées. Donc j'ai décidé d'écrire sa biographie.